nous allons parler aujourd'hui de la notion de dépense publique. Quand un habitant d'un pays quelconque gagne 100 euros ou 100 dollars ou 100 livres sterling ou 100 roubles ou 100 yens, etc., l'État en dépense une partie à sa place et lui laisse le reste. La part prélevée par l'État s'appelle la dépense publique. La notion de dépense publique est donc incontournable pour savoir où se situe un pays sur l'échelle économique. L'économie d'un pays peut être graduée de 0 à 100. 0 si on considère que le capitalisme absolu ne prélèverait rien du tout, donc 0%, et 100 si on considère que le communisme absolu prélèverait tout, donc 100%. À l'origine, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle, 1900-1920, la dépense publique de tous les États était proche de 0%. Si de nos jours on veut donner une allure neutre à tout jugement de valeur sur une économie ou sur une autre, on peut arbitrairement fixer une limite de séparation médiane à 50% entre le communisme et le capitalisme. En pratique, la plupart des pays dans le monde se situent au-dessous de ce seuil de 50%, ce qui traduit logiquement la tendance naturelle de l'homme à ne pas se laisser déposséder de plus de la moitié de ce qu'il gagne. On peut aussi observer que l'immense majorité des États prend assez peu le risque de passer au-dessus de ce seuil de 50%, vu la révolte que ça peut entraîner. Tout est finalement une affaire d'idéologie dominante selon les périodes politiques dans chaque pays. L'Union soviétique, par exemple, prélevait 97% de tous les revenus, donc il restait 3 roubles sur 100 à chaque habitant d'un pays soviétique à l'époque. Tous les pays authentiquement communistes fonctionnaient et fonctionnent encore de la même manière. Ce qui est logique puisque le communisme se définit d'un point de vue microéconomique comme l'absence de richesse personnelle, l'absence du droit à la propriété et l'interdiction d'hériter. Avec la libération de leur économie, les habitants de ces pays anciennement communistes sont devenus très logiquement opposés à la confiscation de leurs revenus, et ces États affichent les plus bas niveaux de dépenses publiques dans le monde à l'unisson des pays asiatiques très attachés à laisser aux habitants le revenu de leur travail. Comme tous les pays du monde publient leur niveau de dépenses publiques chaque année, la comparaison entre eux est devenue assez facile. En Europe, nous avons la chance de disposer de statistiques centralisées par Bruxelles et mises à jour 2 fois par an en avril et en octobre. Elles sont établies sur la foi des déclarations des gouvernements eux-mêmes, puis vérifiées par l'Europe pour s'assurer que le périmètre de la dépense publique est bien respecté. Sinon, il serait très facile à un État de faire croire qu'il prélève moins sur ses habitants qu'il ne le fait réellement. L'avantage de l'Europe est de diffuser en permanence des informations objectives dépouillées des propagandes nationales. Les résultats microéconomiques. En France, selon les statistiques officielles publiées le 23 avril 2018, la dépense publique s'établit à 56,5%, ce qui signifie que lorsqu'un Français gagne 100 euros, l'État lui en prend presque 57 pour les dépenser à sa place avant la fin de l'année et lui en laisse 43 pour ses dépenses privées. En Allemagne, selon les mêmes statistiques publiées aussi le 23 avril 2018, la dépense publique s'établit à 44%, ce qui signifie que lorsqu'un Allemand gagne 100 euros, l'État lui en prend 44 pour les dépenser à sa place avant la fin de l'année et lui en laisse 56 pour ses dépenses privées. Exactement l'inverse de la France. Au Royaume-Uni, selon les mêmes statistiques publiées également le 23 avril 2018, la dépense publique s'établit à 41%, ce qui signifie que lorsqu'un Britannique gagne 100 euros ou plus exactement 100 livres sterling, l'État lui en prend 41 pour les dépenser à sa place avant la fin de l'année et lui en laisse 59 pour ses dépenses privées. En effet, contrairement à une phraséologie assez courante, l'État ne dispose d'aucun argent autre que celui du contribuable, et en économie, partout où on dit l'État, on devrait dire le contribuable, comme ça se fait de façon très naturelle dans tous les pays anglo-saxons. Et on arrêterait aussi de parler dans la presse de cadeaux faits par l'État, ce dont l'État est bien incapable, puisque l'argent de l'État est uniquement celui du contribuable et de personne d'autre. Par définition, l'État n'a pas de réserve d'argent et ne peut faire aucun cadeau à personne. Il prélève et dépense immédiatement la totalité. Les résultats macroéconomiques. Sur le plan macroéconomique, les comparaisons entre pays européens font ressortir des écarts considérables qui se comptent en centaines de milliards d'euros par an. Le PIB, c'est-à-dire ce que gagnent les Français chaque année, étant de 2300 milliards d'euros sur la base de 2018, pour être à égalité avec l'Allemagne, il faudrait que l'État en France dépense 300 milliards d'euros de moins, et donc qu'il laisse cette somme à la disposition de ceux qui l'ont gagnée en ne la prélevant pas sur les habitants ou contribuables.
Pour être à égalité avec la Grande-Bretagne, il faudrait que l'État en France dépense 350 milliards d'euros de moins et donc il laisse cette somme à la disposition de ceux qui l'ont gagnée en ne la prélevant pas sur les habitants ou contribuables. Pour être à égalité avec les États-Unis, il faudrait que l'État en France dépense 400 milliards d'euros de moins et donc il laisse cette somme à la disposition de ceux qui l'ont gagnée en ne la prélevant pas sur les habitants ou contribuables. En pratique, le ressenti par les habitants peut s'avérer douloureux. En effet, 300 milliards d'euros par an pour un pays de 67 millions d'habitants comme la France représente une moyenne de 1 000 euros par mois pour 24 millions de personnes, et ce, chaque année. Sachant qu'il y a 27 millions de Français au travail effectif, ça représente donc un manque à gagner considérable en moyenne pour chacun d'eux. Ces statistiques européennes sont de toute première importance. La différence entre dépenses publiques et dépenses privées est gravée dans l'esprit de tout un chacun, puisque la dépense publique, c'est ce que l'État prend, et la dépense privée, c'est ce qui reste à la fin du mois ou de l'année à chacun de ses habitants. Mais on peine toujours à l'exprimer en termes clairs quand la question est posée, car la presse et quelques autres, pour une raison ou pour une autre, se font surtout l'écho des très mal nommés prélèvements obligatoires, qui sont une partie de la dépense publique, mais qui ne sont pas tout ce qu'un État prélève réellement sur ses habitants. L'Europe ne fait d'ailleurs figurer nulle part ou presque ces fameux prélèvements obligatoires dont la presse est très friande, mais qui sont un trompe-l'œil. En conclusion, la dépense publique est ce que ressentent directement les habitants d'un pays. Ils savent ce qu'il leur reste à la fin du mois pour les uns moins aisés ou à la fin de l'année pour les autres plus aisés. Quand leurs dépenses personnelles diminuent et ou qu'ils ne peuvent plus épargner autant qu'avant, ils comprennent instinctivement que la dépense publique a augmenté. L'avantage de la centralisation des données au niveau européen est de quantifier objectivement ce ressenti pour tous les habitants de tous les pays membres de l'Europe qui peuvent dès lors se comparer facilement entre eux. Bien sûr, la dépense publique n'est pas une mesure de la liberté économique et donc de la liberté de dépenser ou non, car il faudrait y ajouter les éventuelles mesures dirigistes qui obligent les ménages à dépenser plus sans leur laisser le moindre choix et donc à diminuer leur fraction réellement disponible. Sur les 43 euros qui restent à un Français en 2018, il faut soustraire par exemple l'obligation de provisionner sur travaux dans les copropriétés, les détecteurs de fumée, les gilets et triangles dans les voitures, les recherches de plomb, thermite, amiante, les contrôles techniques des véhicules et les réparations subséquentes, l'obligation de s'assurer par-ci, de s'assurer par-là, etc. Autant de manières, une centaine au total, voire plus, de réduire encore la marge de la dépense privée des habitants qui peut finir par être réduite à sa plus simple expression et aboutir à des découverts bancaires récurrents. La dépense publique est donc un important indice de la liberté économique, mais un État peut aussi accroître discrètement le fardeau de la dépense publique imposée aux ménages en décidant de manière obligatoire un certain nombre de dépenses privées et restreindre ainsi un peu plus le revenu réellement disponible des ménages. Ceux qui s'intéressent aux chiffres économiques pourront se reporter à quelques adresses utiles et fouiller dans les données des sites suivants.